Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers frères kabites, chères sœurs d'Afrique, d'Europe, des Amériques, d'Asie, des Caraïbes, de partout dans le monde, hein. Bienvenue sur Afrocentrique, notre nouvelle chaîne, notre nouvelle plateforme panafricaine, la chaîne que je vous ai présentée il y a à peine 24 heures. Alors, on est dessus pour voilà, parler de euh, sujets forts, de sujets propres à l'Afrique et à la cabitude. Ce soir, je vais nous entretenir sur cette question qui est presque une question d'actualité et qui est liée au Covid-19, non pas la partie médicale, la partie qui est évoquée tous les jours sur les médias, mais on va un petit peu, plutôt même beaucoup, s'indigner de, de ce qui se passe, des images que nous recevons, spécialement de Chine. Alors, vous allez dire, oui, on a l'habitude de voir ce genre de comportement, ce genre de choses. Alors, je vais avoir un regard un petit peu différent sur la question. Vous savez, il nous est parvenu, donc, comme je disais tout à l'heure, des images presque insoutenables de frères et sœurs kémites, frères et sœurs d'Afrique, qui sont contraints de dormir à la belle étoile, qui sont vidés de leurs appartements, qu'ils occupent pourtant en toute légalité et qu'ils paient. Il leur est demandé de quitter ces appartements manifestement sans raison valable, parce qu'ils arrivent quand même à montrer, à présenter des documents qui attestent bien qu'ils ont respecté le protocole, suite à le protocole qui est obligatoire pour tout le monde concernant le coronavirus. Ils ont été mis en quarantaine, et pour beaucoup, ils étaient négatifs, mais ça n'a pas suffi. Il a donc fallu commettre des humiliations, commettre des actes quasiment inqualifiables et impardonnables. C'est terrible, j'ai envie de dire. On est quelque part habitué à ces comportements envers les nôtres, envers la communauté noire, dite noire, la communauté kamite. On est un peu habitué à tout ça. Ça commence à faire beaucoup et on a vu, vous avez vu, tout comme moi, beaucoup de vidéos de nos confrères, de nos compatriotes, de nos frères et sœurs, des vidéos de frères et sœurs qui crient, qui s'indignent. Ça continue à faire le buzz. J'en ai repéré quelques-unes ici, mais bon, je ne vais pas vous les montrer ce soir. C'est des vidéos qui ont assez circulé sur les réseaux sociaux. Je vais simplement dire une chose par rapport à tout cela, par rapport à tous ces cris d'indignation, tous ces appels à la vengeance, ces appels à les boycotter. Oui, enfin, il y a quelque chose de positif dans tout ce que j'ai entendu, mais c'est pas la majorité des personnes qui soutiennent ce côté-là, ce côté qui va faire mal au portefeuille, c'est-à-dire le boycott économique. Alors, je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous vous souvenez
d'une activiste de la cause noire, une défenseuse ou une défenseresse des droits civiques américaines, Rosa Parks, qui, le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, aux États-Unis, avait refusé de céder sa place dans un bus à un blanc. C'est eux qui se disent blancs. Ce sont eux qui se racialisent. Bon, on va revenir là-dessus. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Elle refuse donc de céder sa place dans un bus parce qu'en pleine Amérique ségrégationniste, il n'était pas autorisé. C'était une loi, hein. C'était parfaitement légal. Il n'était pas autorisé aux Noirs de s'asseoir à l'avant des bus. Ils devaient s'asseoir tout au fond. Alors Rosa Parks, 42 ans ce jour-là, a décidé de ne pas céder sa place à un blanc. Le conducteur de ce bus a appelé la police et Rosa Parks fut arrêtée. Elle fut condamnée à payer une amende de 15 $. Alors, vous allez me dire, 15 $, bon, alors, elle aurait payé les 15 $ et voilà, 15 $, je pense que n'importe lequel d'entre nous vivant en Europe, aux États-Unis, va a priori se dire 15 $, bon, ça peut le faire, on va payer, et puis bon, on laisse passer, bon, c'est 15 $, c'est une petite affaire, bien, je paye, et puis, bon, voilà, je rentre chez moi, bien au chaud, je vais retrouver les miens, voilà, et puis l'affaire est terminée, j'ai pas beaucoup de temps à perdre là, ainsi de suite. Alors, sauf que cette attitude-là, oui, elle résout le problème tout de suite, mais elle ne résout pas ta condition, la condition de Rosa Parks, qui est que aujourd'hui elle paye 15 $ pour sauver sa tête, là, sur l'instant, mais le problème, il reste entier. Le problème reste entier parce que demain, il va falloir reprendre le bus et il va falloir encore aller s'asseoir tout au fond, il va falloir continuer avec cette condition-là. C'était une loi qui était, je vais dire, légale. C'est une loi en vigueur dans l'Alabama. Donc, le 1er décembre 1955, Rosa Parks décide donc de contrevenir à cette loi. Elle est une militante de droits civiques aux côtés d'un jeune pasteur, Martin Luther King, qui est devenu célèbre plus tard. Donc, elle prend des risques, mais elle pose un acte qui s'est avéré très lourd de conséquences, lourd dans le bon sens, lourd parce que cet acte a libéré les Kamites des États-Unis. Cet acte, c'était un acte de défiance, c'était un vrai cri d'indignation qui est allé au-delà de l'indignation. Alors, Rosa Parks se fait donc arrêter par la police. Elle est contrainte de payer 15 $ avec tout ce que ça comporte comme humiliation. Vous savez très bien, dans un pays racial, je pèse mes mots, ou raciste, c'est d'ailleurs les deux, en général, ceux qui sont racistes, ils sont raciaux. Je vous expliquerai comment et pourquoi un peu plus tard.
Rosa Parks, donc, ne paye pas les 15 dollars, refuse de payer les 15 dollars. Et la communauté afro-américaine en est alertée. Un jeune pasteur du nom donc de Martin Luther King décide il ne décide pas tout seul, mais il est, si vous voulez, c'est le pasteur, donc c'est un peu celui-là qui parle à tout le monde le dimanche à l'église. Un jeune pasteur protestant, il demande aux Noirs, aux Afro-Américains, de ne plus prendre le bus. Donc, les Afro-Américains de l'Alabama et des autres États, des États environnants, parce que c'est allé un petit peu, il y a eu un petit effet champignon, un petit effet domino, qui a fait en sorte qui a amené les Noirs, la majorité des Noirs partout dans les États-Unis, à ne plus prendre le bus. Résultat des courses, 1 an plus tard, la compagnie de transport public est tombée en faillite. Le 13 novembre 1956, c'est-à-dire quasiment 1 an plus tard, 11 mois plus exactement, parce que l'acte de défiance s'est produit le 1er décembre 1955, et le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis décide de proclamer les lois, les lois de l'Alabama sur la ségrégation. Donc, la Cour suprême décide de les déclarer illégales. Illégales. Alors, il s'est passé quoi pendant une année? Pendant une année, les Afro-Américains se sont privés de transport en commun. Ils se sont privés d'autobus pour aller au travail. Ils se sont privés d'autobus pour aller au marché. Ils se sont privés d'autobus pour aller au culte le dimanche. Ils se sont privés d'autobus pour aller simplement rendre visite à leurs amis, à leurs tantes, à leurs connaissances, rendre visite à la famille. Ils se sont privés d'autobus. Donc, la frustration vécue par Rosa Parks a été partagée solidairement par la communauté. Voilà le message que je voudrais vous adresser ce soir, frères et sœurs kamites qui vous me regardez sur Afrocentrique. C'est le message de ce soir. Comment transformer vos frustrations, nos frustrations en force. En force. La frustration, quand vous êtes frustré, vous devez le prendre comme... vous devez transformer votre frustration en humiliation. Oui, ça va vous paraître étrange. Ça va vous paraître étrange. Votre frustration, vous la transformez en humiliation. Ne dit-on pas souvent que l'humiliation précède la gloire? L'humiliation précède la gloire. L'humiliation précède la gloire. Donc, frustration, le contraire de la gloire. La frustration, c'est un petit peu l'inverse, le contraire de la gloire ou de la force. Donc, votre frustration, vous la retournez en humiliation.
Donc, vous dites, vous faites profil bas, vous dites, vous vous sacrifiez. Donc, votre frustration devient un sacrifice. Le sacrifice, c'est le sens du sacrifice. Et ce sacrifice, en général, le sacrifice, la souffrance, parce que se sacrifier, c'est accepter de souffrir, c'est accepter de traverser le désert. Voilà le sens de la traversée du désert. Ce n'est pas une traversée du désert physique. Donc, vous transformez votre frustration, vous en faites un objet, vous en faites quelque chose qui vous la transformez, vous en faites une espèce de traversée du désert, mais consciente, une traversée du désert voulue, consciente. Et au bout, nécessairement, vous aurez la gloire. Voilà ce que je demande au peuple. On a longtemps été piétiné, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de rentrer, de me mettre à citer tout cela. On a longtemps été humilié, 5 siècles d'esclavage. 5 siècles d'esclavage, d'humiliation, de meurtre, de sévices corporels. 5 siècles. Alors, Jean-Paul Garlin a dit il y a 2 ans sur un plateau de télévision que les Noirs, il se demandait si les Noirs avaient assez travaillé dans leur vie. Bah, il s'est passé quoi? Ah ben, ce monsieur s'est tout simplement excusé. Sur un plateau de télévision, en plein 13 heures, une heure de grande écoute, un homme comme Jean-Paul Garlin, on sait tous que la communauté africaine en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde est grande consommatrice des produits de ceux-là qui nous méprisent, de ceux-là qui nous oppressent, de ceux-là qui nous humilient, de ceux-là qui nous insultent, de ceux-là dont les ancêtres ont esclavagisé nos ancêtres. Vous avez tendance à oublier. Et les autres, ils jouent de cela. Ils jouent de ces choses-là. Ils sont tous de s'indigner, de pleurer, de crier. Et si vous allez casser les magasins des Chinois en Afrique, mais vous savez ce qui va vous arriver. Vous savez très bien ce qui va se passer. C'est vous qui serez arrêtés. C'est vous qui serez emprisonnés par les élites. Eh oui, les élites. Alors parlons-en un petit peu. Les élites. À première vue, oui, un acte de vengeance, oui, c'est bienvenu dans pareille situation, en pareille circonstance. Mais simplement, ceux qui les ont invités en Afrique, mais ce sont vos ennemis, ce sont les ennemis du peuple. L'élite bien pensante, l'élite aliénée, mais qui ne le sait pas. Cette élite qui est là par la volonté des maîtres, de leurs maîtres à eux, qui sont vos oppresseurs, qui sont nos oppresseurs. Cette élite ne va jamais vous défendre. C'est une élite qui est corrompue.
y compris l'élite qui se dit intellectuelle. L'élite qui se dit intellectuelle, c'est la plus dangereuse. Parce que ces gens qui disent être des docteurs, qui écument les plateaux de télévision, qui polluent et aliènent les jeunes au lycée, au collège, à l'université, c'est les plus dangereux. Ils se disent intellectuels, ils se disent docteurs, ils se disent professeurs, mais ils sont professeurs pour leur maître. Ils ont appris à réciter, à reproduire les paradigmes, les sciences, le savoir des maîtres. Et d'ailleurs, quand ils sont avec les maîtres, avec les Occidentaux, ils sont très peu considérés. Ils ne deviendront jamais comme leurs maîtres. Et ils vous oppressent dans vos pays en Afrique parce que ils ne sont plus tout à fait avec vous. Donc, ils ne sont ni encore des Africains, c'est-à-dire au sens premier du terme, au sens propre, c'est-à-dire l'Africain avec toutes ses valeurs culturelles, avec ses valeurs intrinsèques, l'Africain qui connaît, qui connaît son environnement, qui a ses réalités et qui jamais, jamais, jamais ne va essayer de marcher sur un autre Africain, c'est-à-dire un autre lui. L'élite intellectuelle, on lui a appris que l'autre n'était pas comme lui. Parce que tout simplement, chez l'occidental, l'autre est un étranger. L'autre est un étranger, l'autre est un loup pour moi. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, l'autre, c'est autrui. Moi, c'est moi, l'autre, c'est autrui. Dans la pensée occidentale, dans le paradigme occidental. Alors, c'est souvent celui-là, l'intellectuel, qui a été biberonné par les maîtres. C'est cet intellectuel qui vient vous gouverner, qui gouverne nos pays, qui dirige nos pays et qui travaille. Ces gens-là sont les vassaux, sont les relais des maîtres, de leurs maîtres à eux. Et leurs maîtres à eux sont nos oppresseurs, sont les oppresseurs du peuple. Donc, le problème, il s'aggrave si vous allez casser les boutiques, si vous allez kidnapper des Chinois pour essayer. C'est stupide. Par contre, vous avez un pouvoir. Il y a un pouvoir que le peuple détient. Vous êtes la masse. Vous êtes la majorité. Cette élite, elle est infime, mais elle a des outils psychologiques, elle a des outils intellectuels. Ça ne suffit pas. Ils ont besoin de vous pour exister. Parce que c'est vous, la masse, c'est vous, le peuple, qui légitimez les élites, qui légitimez ces gens-là au travers soit des élections, au travers de la consommation. Alors, parlons de la consommation. Si vous décidez
d'arrêter de consommer chinois, européens, eh bien, en ce moment-là, vous êtes en droite ligne avec Rosa Parks. Vous êtes en droite ligne avec Rosa Parks. Vous devez devenir des Rosa Parks. Vous devez ressembler à Rosa Parks. C'est pas la peine de pleurer. C'est même pas la peine de s'indigner. Ils ont l'habitude de dire, pour rigoler, dans leur salon, vos élites, là, les élites, et puis leurs maîtres, ils ont l'habitude de rigoler en disant que vous n'avez que des émotions. L'émotion est nègre. Donc vous allez vous indigner, comme vous le faites depuis plusieurs années, dès que Jean-Paul Guerlain traite les Noirs de fainéants sur un plateau de télévision de France 2, des jeunes. Alors, la marque H&M décide donc de faire une publicité, de faire donc une affiche à Londres sur laquelle il y a un petit gamin, un petit enfant noir d'à peu près 7 ans, 7, 8 ans, un petit enfant noir portant un sweat vert, de couleur verte, et ils écrivent, ils mettent une phrase, vous savez, j'arrive pas, je suis ému, je sais pas comment on peut louper une chose pareille. On ne loupe pas. Donc pour moi, c'est délibéré. On se dit, ça va faire le buzz. Vous savez, il résonne dans la publicité, soit en faisant du teasing, c'est-à-dire on commence par annoncer un événement de manière crescendo. On commence par montrer un tout petit bout, ensuite on montre un peu plus, ensuite un petit peu plus, et voilà, comme cela, crescendo, pour susciter l'intérêt, pour vous amener à être curieux de savoir de quoi on va parler dans cette histoire. Donc c'est ça le principe du teasing. Mais on peut également procéder, alors ça c'est moins classique, on va choquer, parce qu'en choquant, on va délier les langues, on va ameuter les gens. Quand on choque, forcément, les gens, ça va très vite, quoi. Ça circule très vite. Vous vous souvenez, il y a un chanteur camerounais qu'on appelle Petit Pays, qui a fait un album une fois, et sur la pochette, il s'était mis quasiment en tenue d'Adam. Donc il était à poil et tout, et c'est allé très très vite. Évidemment, est-ce que c'était pensé, est-ce que c'était le fruit du hasard? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais cette image a fait vendre le disque, puisque derrière ça, il y a eu des interdictions. Il y a eu une interdiction de la part des autorités au Cameroun, et je crois dans d'autres pays aussi. Ils avaient interdit. En interdisant, on a donné envie aux gens d'en savoir un peu plus. C'est ainsi que cet album s'est très bien vendu. Alors, pour revenir sur la question de H&M, alors H&M fait donc cette photo publicitaire sur son site internet et même sur les vitrines de ses magasins à Londres. Et là-dessus, il est écrit, donc, il est écrit au bas de la photo d'un jeune garçon afro portant un sweat vert. Il est donc écrit the coolest monkey of the jungle. The coolest monkey of the jungle. Le singe le plus cool de la jungle. Voilà. Une grosse marque comme H&M
qu'est-ce que les Africains ont fait? Ils se sont indignés. Les Noirs se sont indignés. Les Noirs ont crié comme d'habitude. Ils ont organisé des marches. Ils ont demandé aux promoteurs de ces marques-là de s'excuser. Mais ils ont l'habitude. Vous savez, eux, ils ont l'habitude. Ils connaissent les Noirs. S'excuser et puis c'est tout. Tout comme ils se sont excusés en France à propos de la traite négrière. Ils se sont excusés, mais jamais ils n'ont accepté de réparer. S'excuser, on peut s'excuser. On vous enlève votre papa, on vous enlève votre maman, on vous enlève vos enfants, on vous enlève les êtres les plus chers, on vous enlève tout le monde et on s'excuse. Comment... Enfin, je veux juste comprendre. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, il doit avoir en vous du Rosa Parks. Dès aujourd'hui, rendez coup sur coup. Boycottez les magasins. Boycottez ces gens-là qui nous humilient, ces gens qui nous tuent, qui nous insultent, qui nous méprisent. Les capitalistes, ils fonctionnent au portefeuille. Quand vous les tapez au portefeuille, ils perdent ils perdent le sommeil. Vous devez les taper au portefeuille. Vous devez les taper au portefeuille. Et pour que ce soit réussi et pour que ça marche, ça doit être collectif, ça doit être massif. C'est la seule façon de se faire respecter. Le temps de l'amour est passé. Ces gens ne connaissent pas l'amour. Est-ce que vous savez comment ils définissent l'amour? Vous savez comment l'Occident définit l'amour? Mais chez eux, faire l'amour, c'est dans le plaisir sexuelle qu'on trouve l'amour, qu'il y a l'amour. Pour eux, l'amour se limite à ça. L'amour de son prochain n'existe pas chez l'occidental. N'existe pas chez le non-africain. Le non-africain, N-O-N. Le non-africain ne connaît pas l'amour. L'amour de son prochain. Ils ignorent totalement ça. C'est des personnes sans aucune humanité. Oui, je pèse mes mots, c'est des gens, c'est des personnes qui n'ont pas d'humanité. Je vais vous dire quelque chose. Le simple fait de se définir, de dire qu'on est blanc, quand vous dites que vous êtes blanc, mais vous vous excluez de l'humanité. Vous dites que vous êtes blanc. Ça suppose quoi? Ça suppose que, alors les autres, ils sont quoi? Ils sont autre chose? Ça veut dire quoi être blanc? Ça veut dire quoi je suis blanc? Et vous, vous êtes noir. Vous êtes des gens de couleur. Mais on va un petit peu creuser dans cette histoire. Chez les noirs, on ne change jamais de couleur. Et pourquoi ils nous appellent les gens de couleur? On ne change jamais de couleur. Vous êtes triste, vous êtes joyeux, vous êtes malade, mais votre teint, il ne change pas. Quand vous êtes brown de peau, quand vous êtes mélanos, comme ils disent.
Mais chez l'occidental, chez les Blancs, le blanc, quand il est stressé, il change de couleur. Quand il est malade, il change de couleur. Quand il est mort, il devient tout vert. C'est qui les gens de couleur? Voilà, vous avez la réponse. Donc, chers frères et sœurs kémites, ça ne sert à rien de pleurer. Il faut se faire respecter. Ne recherchez pas l'amour. Lorsque j'entends plusieurs parmi nous dans des vidéos demander aux autres de nous aimer, commander un petit peu d'humanité, commander de l'amour, mais ces gens n'ont aucune humanité. Mais c'est nous les humains, c'est nous les êtres humains. Nous ne nous définissons jamais comme noirs. Dans nos langues africaines, dans toutes nos langues, je dis bien dans toutes nos langues, la couleur noire ne renvoie jamais à un être humain. Et c'est pareil, quand vous dites blanc, couleur, ce n'est pas la même chose que le blanc, être humain. Et l'être humain qui n'est pas africain, on ne le qualifie jamais de blanc, couleur blanche. Dans aucune langue africaine, je vous mets au défi. Vous m'envoyez vos critiques, si vous en trouvez dans une langue africaine, si vous trouvez une seule langue africaine dans laquelle on qualifie, dans laquelle on définit l'homme blanc par la couleur blanche. Ça n'existe pas. Mais eux, ils se définissent, eux, comme blancs. Ils se mettent eux-mêmes hors humanité. En se racialisant, on se met hors humanité. Alors ça, c'est mon analyse. Mais il y a bien plus profond que ça. Le père de Nation Nègre Culture, le grand émérite, l'astrophysicien émérite, l'égyptologue, l'historien, le paléoanthropologue, cet homme qui est à l'origine de la Bible africaine, je vous suggère vraiment de parcourir son ouvrage. Il en a commis plusieurs, mais spécialement Nation Nègre et Culture, vous devez le lire. Alors, dans ce bouquin, et précisément au cours de ce qu'on a appelé le colloque de Dakar, et plus tard au colloque du Caire, je crois en 1974, Cheikh Anta Diop a cloué au pilori tous les idéologues européens sur la question de la race, de l'espèce. Cheikh Anta Diop est celui-là qui a démontré qu'il n'existe pas de race humaine, qu'il existe en fait une seule espèce, une seule race, c'est la race Homo sapiens sapiens. Pour que tout le monde comprenne, les Occidentaux, avant les travaux de Cheikh Anta Diop, avaient une thèse pour expliquer l'origine de l'être humain. C'était une thèse qui essayait d'écarter l'homme noir, d'écarter l'homme africain
de l'histoire du monde. Vous vous souvenez des propos de Sarkozy qui disait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Voilà, ça procède de cette manière de penser européocentrique, européocentriste aussi. Alors, la thèse donc qu'ils ont appelée le polycentrisme supposait que l'homme ait eu plusieurs origines, c'est-à-dire qu'il y avait un homme qui est apparu en Inde, un autre en Afrique, et qui est resté là-bas, qui est l'ancêtre de tous les Africains, donc de tous les Noirs, et que l'ancêtre des Occidentaux, lui, était plutôt à côté de l'Inde. Un autre homme, je pense qu'ils avaient... alors, ce scientifique-là a été, pour ainsi dire, grillé, celui qui a découvert, enfin, qui a fait une vraie fausse découverte de fossiles de crâne humain du côté de l'Angleterre. Finalement, on s'était aperçu que c'était une supercherie, une espèce de montage. Bref, la thèse des polycentristes affirmait que l'origine de l'homme était polycentriste, justement, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs points de départ de l'humanité. Et Cheikh Anta Diop a révolutionné tout cela dans Nation nègre et culture, qui est paru donc en 1954. Je crois bien en 1954 ou 1945, je ne sais plus. Nation nègre et culture. Donc, cette thèse, c'est une thèse qui était basée sur de la science. Les autres, les polycentristes, les Fauvel, et puis il y avait Fauvel, et puis Froment, un certain Froment qui estimait que l'homme avait plusieurs départs, qu'il y avait plusieurs foyers de départ de l'humanité. Tandis que Cheikh Anta Diop avait très bien expliqué et démontré à partir donc des procédés scientifiques, des procédés irréfutables, il est arrivé à démontrer qu'il y avait un seul foyer de départ, de commencement de l'humanité, et que c'était l'Afrique. Et on connaît d'ailleurs, on a limité l'espace, on a réussi à nous dire d'où est partie précisément l'humanité en Afrique. On sait que c'est au niveau du bassin du Congo, dans la zone des Grands Lacs, et également du côté du Kenya. C'est d'où est partie l'humanité. Et Cheikh Anta Diop explique que plus tard, il y a eu donc l'homme s'est simplement décoloré. Celui qui est parti du côté de l'Europe, par le détroit de Bering et par la Méditerranée, celui-là a changé progressivement de couleur parce que là-bas, il n'y avait pas de soleil. Il faisait très froid, c'était pendant les dernières glaciations. Donc, c'est un petit peu technique, mais bon, ça permet un peu de comprendre. Donc, cette thèse est venue clouer au pilori et clouer le bec aux idéologues et aventuriers européocentristes qui ont essayé, enfin qui l'ont toujours fait, qui ont tout le temps falsifié les choses, falsifié l'histoire, et qui se sont appropriés et qui se sont donné les beaux rôles dans l'histoire. Donc, ces gens n'ont aucune humanité. Ils n'ont aucune humanité. Il ne faut pas espérer d'eux de l'amour, il ne faut pas espérer d'eux de la pitié, il faut simplement les forcer à nous respecter. C'est même l'expression française, il faut forcer le respect. Donc,
redevenez, frères et sœurs, des Rosa Parks, redevenez des Thomas Sankara, redevenez des Bob Marley, redevenez des Miriam Makeba, redevenez des Nelson Mandela, qui a payé de sa vie, qui a libéré son peuple en donnant 27 années de sa vie. Il a souffert, il s'est cessé pendant 27 années. Donc vous pouvez y arriver. Si on le fait massivement, en même temps, en décidant de ne pas suivre cette consommation. Ces gens ne fonctionnent qu'au portefeuille. Est-ce qu'on est obligé de consommer Gucci? Est-ce qu'on est obligé de consommer Chanel? Est-ce qu'on est obligé d'acheter Jean-Paul Guerlain? Dites-moi, est-ce qu'on est obligé vraiment de consommer ces choses? Ce sont ces élites dont je vous parlais tantôt, ces élites corrompues, ces élites aliénées, ces élites occidentalisées. Ce sont elles qui consomment dans ces magasins. Et mais ces élites-là, ces personnes-là, c'est la minorité. Nous qui sommes la masse critique, nous qui sommes la majorité, si nous boycottons, ils vont le sentir. Si nous boycottons, nous leur faisons mal. Nous allons forcer en ce moment-là le respect. En boycottant, en disant non de manière active, en disant non à travers l'action, donc en posant des actions citoyennes. Ce sont des actions civiques, je dirais, en faveur de la cause africaine, en faveur de la cause kamite. Ces actions préparent le lit à nos enfants. C'est à nous qu'il revient de nous battre pour que nos enfants soient respectés. Nous devons briser les chaînes qui sont non plus au niveau des pieds ou au niveau des poings. Nous avons des chaînes dans la tête, dans nos cerveaux et dans le cœur. Il faut les briser, ces chaînes. Nous devons arrêter de consommer. Arrêtons de consommer. On peut se priver de tout cela. Tant que ces gens ne nous respectent pas, ne leur donnons pas de notre argent. Si vous décidez de ne plus aller chez McDo, rentrez chez McDo, vous allez voir. Comptez simplement le nombre de personnes qui y vont. Essayez de faire une étude sociologique des gens que vous voyez à l'intérieur. La moitié au moins est constituée d'Africains ou d'Afro-descendants. Donc, nous avons un réel pouvoir pour imposer le respect. Nous devons forcer le respect. Le respect, nous devons forcer le respect. N'attendons plus l'amour. N'attendons pas la pitié. N'acceptons pas d'être ridiculisés. Nous ne dépendons pas, nous ne demandons pas l'aumône. À vous qui êtes dans les pays occidentaux, à nous qui sommes dans les pays occidentaux, mais ils ont besoin de nous. Vous vous souvenez de la grève des éboueurs en France?
et même en Italie, il y a quelques années. Les éboueurs, c'est l'immigration, c'est les Africains, c'est ceux qu'on appelle les Arabes, spécialement les Maghrébins. Alors, vous vous souvenez des monticules d'ordures, des gros monticules d'ordures qui ont fait revenir les moustiques du côté de Marseille. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a 2 années, 2 ou 3 ans, vous vous souvenez du tollé que tout cela a fait en France? Nous avons un réel pouvoir. Si nous décidons de ne pas consommer, si nous décidons de poser des actes civiques, a-t-on besoin d'aller chez H&M? A-t-on besoin d'aller à Château-Rouge consommer dans les magasins chinois? Allons consommer chez nos frères. Au moins l'argent circule en famille. Allons consommer chez d'autres Africains. Allons consommer chez nos frères des Antilles. Allons consommer chez nos frères des Caraïbes. Allons consommer chez nos frères du Venezuela, de Cuba. Oui, oui, nous avons nos enfants, nous avons nos frères à Cuba. Nous avons nos frères qui sont des Afro-descendants de Cuba. Allons consommer dans leurs magasins, changeons nos habitudes, allons dans leurs restaurants. À Château-Rouge, à Paris, dans le 18e ou 10e arrondissement, vous avez l'espèce de quartier des coiffeurs. À Château d'Eau, c'est plutôt Château d'Eau, pardon. Vous avez le quartier des coiffeurs. Vous avez également beaucoup de magasins d'esthétique et de vente de produits cosmétiques, vente de perruques, ainsi de suite. Eh bien, plusieurs de ces magasins sont tenus par les Chinois. Eh bien, vous avez un formidable moyen de forcer le respect. N'allez plus chez eux. Allez consommer chez nos frères et sœurs. Allez consommer chez nos frères et sœurs qui tiennent des salons de coiffure. J'en connais spécialement là-bas. Allez consommer chez elles. Allez vous coiffer dans des salons tenus par des Africains. Allez vous asseoir dans des restaurants tenus par vos frères et sœurs d'Afrique, des Antilles, des Caraïbes, vos frères et sœurs d'Haïti. Et à tous nos frères et sœurs d'Afrique qui vivent sur le continent, je vous salue, vous les frères qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, à Bafoussam, dans le nord, dans le tréfonds de l'Est du Cameroun. À tous mes frères et sœurs de Lomé, d'Atakpabé, de Kara, tous mes frères et sœurs d'Anécho, je vous salue. Mes frères et sœurs d'Abodrafo, boycottez la Chine, boycottez les produits occidentaux. Nous pouvons résoudre nos problèmes sans nécessairement faire la violence. Aller casser les magasins des Chinois, c'est aller casser les magasins des invités, des amis de ces élites qui nous gouvernent, ces élites que nous allons chasser par nos actions civiques, par nos actions citoyennes. Nous allons les chasser et on vous dira comment. Donc, préservez vos vies et
agissez de manière intelligente. Vous avez le pouvoir d'achat. Vous devez fonctionner en vase clos. Nous devons fonctionner en vase clos. Entre nous, dans nos commerces, dans nos boutiques, dans nos restaurants. Et en plus, ce que nous faisons est très beau. On a des couturiers qui, voilà, on devrait les encourager. Si nous ne consommons pas chez nos semblables, comment vont-ils pouvoir s'améliorer? Comment vont-ils trouver la possibilité de réinvestir les bénéfices afin d'améliorer leur outil de production et produire un peu plus de bonne qualité? C'est à nous qui revient de le faire. Vous avez déjà vu, je vais vous raconter, je vais juste vous poser une petite question. Avez-vous vu une seule fois des Chinois assis dans un magasin, dans un restaurant, pardon, africain? Non. Avez-vous souvent vu des Chinois aller acheter dans un magasin africain? Non. Avez-vous vu des Occidentaux aller consommer dans des magasins africains? Je vous dis non. Peut-être que quelques-uns qui sont mariés, mais ça peut se comprendre. Évidemment, quand je dis occidentaux, je ne parle pas de tous, mais je parle de la majorité. Je parle de la majorité. Parce que vous en avez quelques-uns qui sont exempts de reproches. Mais c'est la stricte minorité. La majorité sont racialisés. Et ils ont racialisé les autres. Ceux-là, nous devons être impitoyables vis-à-vis d'eux. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez qui vous êtes à présent. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous indigner. Il est temps d'agir. Vous devez agir. Vous devez prendre votre destin en main. Vous devez stopper de consommer chez ces gens-là. Arrêtez d'aller dans leur restaurant. Arrêtez d'aller dans leur boutique. Consommez, frères et sœurs. Et si des Chinois, comme j'ai entendu dire, au Cameroun, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, si les Chinois proposent les beignets qu'on vend dans des plateaux au bord de la route, un petit peu partout dans nos métropoles, là, s'ils les vendent, c'est parce qu'il y a des gens qui les consomment. S'ils vendent les beignets, si les Chinois vendent les beignets dans nos marchés, à tous les coins de rue, de nos grandes villes, Brazzaville, Douala, Kinshasa, Yaoundé, et si les Chinois vendent des beignets dans ces villes-là, c'est que forcément, il y a des gens qui les consomment. Et si vous arrêtez de consommer, eh bien, ils ne vendront plus. Ils mettront la clé sous le paillasson. Arrêtez de consommer chez ces gens-là. Voilà l'arme. Voilà ce qui va arrêter nos souffrances. C'est nous les plus forts. Nous sommes les maîtres de l'univers. Nous sommes au centre de l'univers. C'est pour cela qu'on ne nous aime pas. Mais ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas besoin
d'être aimés. Nous avons besoin simplement de nous surpasser. Nous devons nous surpasser pour ensuite forcer le respect. Un exemple d'un Africain qui s'est surpassé et qui plus tard a forcé le respect. Je vais vous parler de quelqu'un que je n'aime pas spécialement, mais c'est quelqu'un qui a eu une attitude à une certaine époque qui exactement ce que je viens de vous expliquer là. Je vais vous parler du footballeur Samuel Eto'o, que tout le monde connaît, le fameux goléador, le fameux buteur international camerounais. Alors Samuel Eto'o débarque au FC Barcelone en 2018. Il trouve un entraîneur du nom de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui... alors, on ne sait pas si c'est du racisme ou quoi, mais ça y ressemble quand même. Pep Guardiola qui décide de se séparer de très grands joueurs. Il y avait à l'époque un certain Deco, il y avait Ronaldinho dans cette équipe. Pep Guardiola décide de les virer du FC Barcelone 2008. Alors, Samuel Eto'o, Pep Guardiola lui fait savoir, comme cela, les yeux dans les yeux, qu'il n'avait plus besoin de lui, qu'il ne rentrait pas dans ses plans, et qu'il ne le ferait pas jouer. Eh bien, Samuel Eto'o ne s'est pas dit, ok, bon, mais pour moi c'est mort, oh mon Dieu, que vais-je devenir, je vais peut-être partir de ce parti, je vais peut-être partir de ce club, je vais essayer de trouver un autre club plus à ma portée. Mais non, Samuel Eto'o, c'était de la foudre à cette époque-là. C'était un buteur hors pair. Il entame donc la saison sur le banc de touche. Il passe une partie de la saison, je pense bien, sur le banc de touche. Alors, il se passe quoi? Il transforme sa frustration en volonté de puissance. Il transforme sa frustration en force. Donc, il se sacrifie. Je vous ai parlé du sacrifice tantôt. Il se sacrifie, c'est-à-dire qu'il souffre. Il va donc travailler durement pour être encore meilleur. Il était déjà très bon. Attention, quand vous êtes frustré, ce n'est pas nécessairement que vous êtes mauvais, mais on vous le fait savoir pour vous casser moralement, pour vous casser mentalement. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'Africains, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas l'histoire de leurs ancêtres. Et du coup, ils n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes, cette conscience de qui ils sont, cette conscience du passé glorieux qu'ont eu leurs ancêtres. Alors Samuel Eto'o travaille, cravache, il se surpasse et Pep Guardiola lui accorde finalement 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Une première fois, je ne sais plus contre quelle équipe, mais en 15 minutes, Samuel Eto'o arrive à mettre 3 buts. Il arrive à marquer 3 buts en 15 minutes simplement. Quelqu'un qui est boycotté, quelqu'un qui n'entre pas dans les plans de l'entraîneur, quelqu'un qui est mis sur le banc de touche. Il le fait une première fois.
il le récidive, donc il le reproduit une deuxième fois. 3 buts dans un autre match. En ce moment-là, les faits parlent d'eux-mêmes. Les supporters deviennent, malgré eux, les avocats de Samuel Eto'o. Donc, les faits ont parlé d'eux-mêmes. Samuel Eto'o a fait ce qui, à l'époque, était infaisable. Il a réussi à filer comme ça, à chaque fois, 3 buts, 2 buts, et Pep Guardiola s'est retrouvé humilié. Humilié. Il n'avait pas d'autre choix que de refaire jouer en tant que titulaire Samuel Eto'o. Et c'est d'ailleurs l'année où le FC Barcelone et Pep Guardiola ont remporté la Ligue des Champions. Et c'était grâce à Samuel Eto'o, et c'était la fameuse année où tout le monde pensait que Samuel Eto'o serait consacré Ballon d'Or. Voilà pour la belle histoire. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de s'indigner, il faut forcer le respect. Il faut forcer le respect. Vous devez forcer le respect, chers frères et sœurs kabites. Vous devez les obliger à vous respecter. Et ça, ce n'est qu'en posant des actes. Vous devez poser des actes. Vous devez avoir un comportement responsable. Apprenez à vous priver. Vous n'êtes pas obligé de vivre à l'occidental. Vous n'êtes pas des occidentaux. J'ai entendu dire Covid-19, mon Dieu, comment je fais je vais aller à l'hôpital, oui, oui, c'est le discours officiel, il faut aller à l'hôpital. Mais vous écoutez dans les médias, vous le savez, le Covid, c'est une forme intermédiaire entre une grippe et un paludisme avec, dans les cas les plus graves, une infection pulmonaire. Mais vous êtes des Africains. Mais vous êtes les maîtres de la nature. Mais quand vous dites vous êtes Africain, vous avez une médecine en Afrique. Vous avez le savoir ancestral. La médecine africaine, c'est la mère des médecines. Les pharmacies aujourd'hui se sont inspirées du savoir, des sciences de nos ancêtres. Le savoir ancestral. Voilà. D'où vient-il qu'aujourd'hui les Africains soient déstabilisés face au Covid-19? Vous avez des tas de façons de traiter ces choses par des moyens africains. Vous avez des tas de façons de le faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est peut-être pas votre faute. Vous êtes, peut-être que vous êtes un petit peu occidentalisé, mais moi, je lance davantage la pierre à mes confrères journalistes africains. Oui, les journalistes africains, si vous me regardez, je ne suis pas très content de vous. Je ne suis pas très content des journalistes africains. On nous a appris que le journaliste avait pour mission d'informer, de cultiver, d'éduquer et de distraire. Alors là, la fonction d'éducation n'est pas assez explorée. Informer,
cultiver, éduquer, distraire. Informer, éduquer, cultiver, distraire. Alors, comment est-ce que vous éduquez vos masses quand sur vos plateaux en Afrique, quand sur vos chaînes, en pleine épidémie, en pleine pandémie du Covid, vous invitez des blouses blanches? J'ai rien contre les médecins, mais les médecins dans le système officiel, les médecins qui ont été initiés à la médecine occidentale, eh bien, ils ne peuvent que parler de la médecine occidentale. Mais la médecine occidentale, à la base, elle est faite pour d'abord les Occidentaux. Et je sais pourquoi je le dis, hein, je ne raconte pas des histoires. Elle est à la base faite pour les Occidentaux. Elle est faite d'abord pour eux. Alors, vous êtes sur un plateau de télévision en Afrique, passez le micro aussi à un praticien africain, un praticien traditionnel. La médecine traditionnelle, c'est la mère des médecines, la médecine naturelle africaine, naturelle, qui relève de la nature. C'est la vraie médecine. La nature, c'est la base de tout. Donnez la parole aux tradis praticiens. Vous avez appris à les appeler tradis praticiens, très péjorativement tradis praticiens. Mais ce sont des médecins traditionnels. C'est des médecins traditionnels. Alors, quand vous donnez de l'hydrochloroquine, eux, ils ont le quinquina. C'est-à-dire que vous donnez des sortes de molécules parfois reconstituées, artificielles. Mais eux, ils ont le quinquina. Ils ont d'autres choses. Éduquer les masses africaines. Éduquer les masses africaines, chers confrères. Éduquer les masses africaines. Dites-leur, enseignez-leur qu'est-ce que c'est que l'ail, cet antibiotique naturel. Montrez-leur les vertus du citron. Il existe tellement de traitements contre le coronavirus et contre beaucoup d'autres maladies en Afrique. Tous les traitements viennent d'Afrique, tous les traitements sérieux. Le Bénin, je fais un clin d'œil là à mes amis du Bénin, de PK5. Le Bénin a un antirétroviral qui s'appelle l'apivirine, qui est efficace et qui est actuellement utilisé contre le Covid-19. Madagascar vient de rendre officiel des recherches, j'allais même dire, ils viennent de rendre officiel leurs trouvailles. Ils ont rendu public, il y a de cela 24 heures, un médicament naturel contre le Covid-19, un médicament extrêmement rapide contre le Covid-19. Et Madagascar, c'est l'Afrique. Et ce médicament, ce traitement, c'est un traitement naturel. Donc, chers confrères, chers frères d'Afrique, des Caraïbes, d'Haïti, n'allez pas chercher bien loin.
vous avez la solution autour de vous et parfois en vous. Voilà. Je vais devoir mettre un terme à cet échange, à cet entretien, pardon. J'espère vous avoir édifié sur un certain nombre de points, notamment sur la manière dont nous devons nous comporter face aux humiliations que nous subissons. Donc, nous devons retenir qu'il est impératif de redevenir des Rosa Parks. Des Rosa Parks, des Nelson Mandela, des Bob Marley, des Kwame Nkrumah, des Thomas Sankara doivent germer en nous. Des Martin Luther King, et j'en oublie. Nous avons Cheikh Anta Diop qui nous a ouvert la voie. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous ne sommes pas n'importe qui. L'univers, la Terre, elle est ronde. Et comme dans tout cercle, il n'y a qu'un centre. Il n'y a pas deux centres dans un cercle. Et l'homme africain est le centre de l'univers. Nous sommes le centre de l'univers. Voilà pourquoi on essaie de nous exterminer. Nous sommes le centre de l'univers. On essaie de nous l'enlever. On essaie simplement de nous pousser de ce centre. Ils veulent le centre de l'univers, ils ne nous veulent pas, nous. Voilà pourquoi l'Afrique est au centre de toutes les convoitises. Mais cela, nous verrons plus tard. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être restés nombreux à écouter cette longue vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon confinement. Surtout, prenez soin de vous, pratiquez la distanciation sociale. C'est une chose qui n'est pas africaine, mais à circonstances exceptionnelles, comportement exceptionnel. Donc, n'oubliez pas le port du masque et restez confinés, évitez les foules, les rassemblements et tout ira bien. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. Otep, à tous mes frères Kamites. Au revoir.